il a terminé 6e, 2e espoir, alors que là, on va assister au départ. Moment très important. Très important parce qu'on va le voir aussi. C'est parti pour ces championnats de France catégorie espoir. Très important parce qu'il y a pas mal de verglas aussi, de plaques un peu gelées au départ. C'est vrai qu'on l'avait vu, hein, là, juste après la ligne d'arrivée, une petite plaque à gauche. Bon, là, on voit bien qu'à gauche, il y a le soleil, donc je pense que ça a dû... voilà, tout se passe bien. C'est vrai qu'on sait ce qu'on craint un peu. Hein, c'est dans l'entrée la chute qui peut perdre beaucoup de temps. Et là c'est parti donc pour cette course espoir. On va regarder évidemment la mise en place et vous allez pouvoir suivre en même temps que nous justement le profil de ce parcours, hein. On l'a dit avec un départ qui s'est fait effectivement sur une partie route. Et puis voilà, on est dans la prairie, ça va commencer à descendre avec un peloton qui s'étire. L'importance du départ, quelle est-elle, Lilian, notamment pour des garçons qui sont quasiment tout seuls? Tout seul, ouais. Après là, on voit bien là, le team Legendre avec Hugo Jotte essaie de faire le départ pour étirer un maximum pour éviter le retour vers l'arrière. Et on voit bien, ils sont déjà dans les 4 premiers. L'objectif, c'est justement de ne pas perdre de temps et de ne pas se retrouver dans les bouchons derrière. Et on le voit bien, là, de toute façon, le cyclocross, c'est une épreuve très courte où on est quasiment tout le temps à bloc. Tout le temps à bloc, on a vu, hein, vous les reconnaîtrez justement avec leur maillot un peu gris, sombre et rouge, hein, c'est ça, ce team Cross Legendre et notamment tous les partenaires, hein, du Goanani qui sont effectivement dans les tout premiers. On a vu également qu'il y avait avec son maillot blanc qui a pris un bon départ. Il me semble que c'est Axel Laurence avec son numéro, non c'était le numéro 23, pardon, Brice Dujardin qui était dans les tout premiers. Voilà de ce début de course des espoirs. On va rappeler, hein, 2920 mètres, c'est le parcours de ce cyclocross ici à Couette-Rose à Pontchâteau dans un grand soleil. Avec le premier passage de poste de dépannage. Voilà. Où là, c'est vraiment, voilà, on est sur un passage en descente où c'est vraiment pas avantageux de changer. En plus là, les vélos seront à peu près propres. Parcours pas très gras, donc je pense qu'il y aura très peu de changements de vélo. Le seul changement qu'on peut opérer, c'est éventuellement sur avoir changé son gonflage, où là on est sur les coureurs sont en gonflage sur du 1,6, 1,7 au niveau de la pression pour justement garder un maximum de rendement. Bon, après, et d'explosivité derrière pour repartir. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, après, quand on est sur route, on est généralement plus à 7-8 bars, mais là en cyclocross, on peut descendre jusqu'à 0,8 dans les partout boueux et on voit bien. Et alors que là, voilà, en fait, le parcours de Pontchâteau a cette particularité aussi d'avoir beaucoup de relances en bosse. Et là, on voit encore que le peloton est extrêmement groupé. Et je pense que c'est une configuration qu'on risque de garder un long moment parce que tout simplement, il est roulant. On voit bien les coureurs peuvent se doubler facilement. Et il va y avoir beaucoup de placement et justement ça va jouer sur ces parties-là et surtout dans les premiers tours ne pas commettre de fautes. Et là les coureurs sont à l'opposé du circuit. On voit bien, ils vont faire un demi-tour avec une descente extrêmement pentue. Un virage en bas, là vous voyez, qui est tout le temps à l'ombre avec des ornières qui sont creusées. Voilà, des ornières qui sont creusées et il faut éviter justement en fait une ornière c'est une trace et si vous sortez de ces traces et justement vous risquez de tomber. Et là on voit bien des escaliers qui sont les plus pentus, hein. Il y a trois escaliers sur ce parcours là et là c'est vraiment des grosses marches et voilà. On voit bien le peloton toujours groupé. Et dans ces cas là évidemment les cyclocrossmen mettent pied à terre et portent le vélo pour aller le plus vite. On l'a dit de toute façon, hein, sur les premières places. On voit bien là Togmano qui est en deuxième position là, il a dû déchausser. Voilà, Togmano du Team Royal Bike Shop.com. Voilà, donc en fait c'est des coureurs qui font partie d'un team pour le cyclocross, mais Tom Magno qui va courir l'année prochaine pour le club de Dénain Sojason Espoir. Et voilà, ils ont une double appartenance, un team l'hiver et un club pour la saison route. Oui, parce qu'il faut rappeler, hein, que ces jeunes coureurs prometteurs effectivement font la saison de cyclocross mais appartiennent également aussi à une équipe cycliste sur route. Alors il y a deux types de teams, hein. Il y a des teams FFC où justement Tom Magno, donc il fait partie d'un team FFC. Donc Fédération Française de Cyclisme. Voilà, c'est pour le cyclocross. Et puis il y a les teams aussi qui eux en fait l'avantage c'est qu'ils peuvent courir beaucoup plus facilement sur les courses UCI. On a parlé d'un calendrier très clairsemé, voire quasiment inexistant en France pour le code de Covid. Donc les coureurs étaient obligés de s'exiler notamment
dans le Benelux, en Hollande et en Belgique. Et le fait d'appartenir justement un team UCI leur permet de pouvoir prendre le départ beaucoup plus facilement de ces courses-là, où beaucoup de pays, comme beaucoup de pays, voulaient également courir. Mais ça permet aussi peut-être de réduire les différences entre les coureurs français, les coureurs hollandais, belges. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent aussi face à des... alors que là, on voit le passage de Plance. Oh la chute, voyez, direct. C'est Hugo Jot. Non, c'est pas Hugo Jot. Il semblait que c'était Rémi Le Landais. Oui, exactement, avec son dossard 7 qui a chuté, mais il est reparti. Alors, c'est vrai que généralement, tous les coureurs passent les planches à vélo. Sauf que ces planches-là, elles sont en haut d'une butte. C'est vrai que ça a tendance à écraser à la caméra. Et du coup, les coureurs arrivent beaucoup moins rapidement. Et on l'a vu, il a pu il a pu passer la première, mais comme il était quasiment au ralenti, il a buté sur la deuxième. Et ça ne l'a pas empêché de se relever, de repartir en tête. Il avait un petit matelas d'avance et du coup, il continue de creuser l'écart avec, on l'a dit, Tom Magno. Et puis derrière... Et alors que là, les coureurs vont remonter sur la prairie là, pour aller chercher la seule portion de route. Et cette portion-là, la particularité aujourd'hui d'être de face. Et donc on peut arriver à... On peut voir un tassement des coureurs qui vont peut-être se regarder, alors que là, justement, le team Legendre, ils vont essayer de contrer et d'attaquer, de sortir tout seul. Et derrière, on voit bien qu'il y a un autre coureur de son team qui est en train de faire un faux tempo, c'est-à-dire qu'il monte, mais en levant légèrement le pied pour qu'il n'y ait pas d'autre attaque. Et on a vu que, on voit que Rémi Le Landais fait ce faux tempo pour éviter les attaques derrière, et son coéquipier a pu prendre une centaine de mètres d'avance. Et là, ils vont repasser sur la ligne d'arrivée. Il a pu prendre un écart, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, Antoine Huby, il me semble, numéro 6, le dossard 6, espoir deuxième année, qui avait été champion de France cadet et champion de France junior, et qui va profiter justement d'avoir son équipe derrière qui va neutraliser ses concurrents pour essayer de prendre un peu d'avance. Et on voit que derrière, ça temporise. Regardez la boule derrière, tous les coureurs sont regroupés. Personne ne veut vraiment faire l'effort. Et Anthony Huby en profite pour justement prendre une petite dizaine de secondes d'avance. Et ça peut lui profiter. Et si jamais il y a un regroupement, je pense que voilà, ça va être la tactique aujourd'hui du team Legendre. Ça va être, s'il y a un regroupement, il y a un autre coureur de ce team-là qui va refaire la même opération dans le même endroit. Pour fatiguer tout le monde. Toujours pour faire travailler les adversaires, tout simplement. C'est vrai qu'ils ont la force du nombre et ils auraient tort de ne pas s'en priver. Effectivement, c'est ce qu'on voit avec le dossard 6 du team Cross Legendre. Alors vous avez vu tout à l'heure du monde derrière à observer les coureurs. Alors on va vous rappeler quand même que la course est à huis clos en raison de la Covid-19. C'est effectivement tous les teams qui sont autour pour regarder comment se déroule cette course. Donc voilà, il y a évidemment toutes les précautions d'usage qui ont été respectées. Allez, il a commencé à creuser un petit écart. Ouais, alors là on voit Joris Delbov. Je pense que c'est qui reprend, qui relance. Je pense que c'est un des autres favoris de la course. Il a fait 5e la semaine dernière à 3. Et je pense que voilà, c'est peut-être le plus gros adversaire du team Legendre aujourd'hui. C'est ce qu'on vous disait, Joris Delbov, c'est l'un des deux favoris, l'un des deux grands favoris de cette course. Et donc justement, l'attaque d'Antoine Huby va être faite pour le faire travailler. Et justement, en fin de course, il soit fatigué. Voilà, il soit fatigué et que des coureurs comme Hugo Anani puissent profiter pour faire les 3 derniers tours à bloc. Et contrairement effectivement à Hugo Anani, Joris Delbov, il a qu'un partenaire sur cette course. C'est évidemment très peu, il va devoir se débrouiller tout seul parce qu'en plus la différence de niveau entre les deux est assez importante. Donc il sait que de toute façon, il devra compter que sur lui. Ouais, c'est ça, alors que là on voit bien Rémi Le Landais reprend, dès qu'il y a un moment de temps mort, en fait, il va reprendre le rythme pour justement éviter d'avoir des attaques derrière. C'est-à-dire que vous menez un faux train, vous êtes à 80-85%, et comme ça, vous bloquez un peu vos adversaires derrière, et vous évitez qu'il y ait trop de relance. Voilà, là, il relance sans vraiment se mettre à bloc. On voit bien que derrière, les coureurs peuvent le doubler facilement. Mais justement, il va servir de bloquer ses adversaires, alors que là, on voit bien une vingtaine de coureurs qui ont réussi à prendre le peloton. Je pense qu'on va arrêter sur ce petit peloton-là pendant un bon bout de temps. Et Antoine Huby, capable d'aller au bout ou pas dans ces cas-là? Tout dépend en fait. Lui, forcément, il va donner le meilleur de lui-même. Tout dépend derrière comment la course va se décanter. On voit quand même que ça relance derrière. Je pense que voilà, c'est la première attaque du team, Legendre.
il risque d'en avoir d'autres. Je pense que s'il arrive à faire 2-3 tours, et après derrière, sauf si vraiment derrière ça se regarde et qu'il peut prendre au-delà de la minute. Et évidemment, on déclenchera les chronos au moment où Antoine Huby passera, s'il le passe, eh bien, la ligne d'arrivée à l'issue de ce deuxième tour en tête. On le voit hein, sur ces images de Christophe Baudouin et de ses équipes techniques. Évidemment. Antoine Huby qui est un peu à la maison aujourd'hui. Hein, ah oui. C'est un Morbihanais, et donc il habite à une quarantaine, ses parents habitent à une quarantaine de kilomètres d'ici. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone cette semaine, et c'est vrai que toute l'année, donc du coup, il est dans cette bulle qu'a créé le Team Legendre, où ils sont tous au service course dans le nord de la France, et pour justement pouvoir aller facilement en Belgique. Et effectivement, originaire de Bretagne, Antoine Huby, donc quasiment sur ces terres, là, à quelques kilomètres de Pontchâteau, et c'est lui qui a placé la première attaque véritable de ces championnats de France catégorie espoir que l'on vous propose sur France TV Sport, avec on le disait, le Cross Team Legendre qui eh bien, emmène cette course et qui surtout eh bien, l'amène de main de maître pour l'instant avec ces 6-7 coureurs qui sont présents à l'avant. Alors Antoine Huby qui va forcément essayer de tout donner, hein. Le but c'est d'augmenter à partir du moment où les coureurs derrière n'auront plus en point de mire. Je pense que déjà ça va pouvoir faire réfléchir certains, et quand vous l'avez tout le temps en point de mire, vous savez qu'il est à portée, donc je pense qu'ils vont essayer de jouer avec lui, cet adversaire, jouer avec lui pour pas trop donner non plus, mais lui son objectif c'est de creuser au maximum, et on voit bien hein, derrière là ça commence à tirer un peu la langue hein, parce qu'ils sont partis à 4 en chasse derrière Antoine Huby. Il y a évidemment Mathéo Vercher. Voilà, Mathéo Vercher, il y a Tom Magno. Voilà. Et on voit que notamment Team Legendre, ils sont tous là, et ils observent. Et voilà, Antoine Huby qui va il passe les planches, à vélo. On va voir derrière si certains vont reprendre. On va essayer de... Ah, il y a quoi? Il y a une centaine de mètres hein. Ouais, il y a une centaine de mètres, mais c'est déjà pas mal. C'est sur cette partie-là, là où il a attaqué, là il va remonter, où là il va essayer de recreuser, et derrière ça peut se regarder. Soit ça se regarde, soit il y en a un de ses adversaires qui va essayer de mettre un gros coup de vis pour pouvoir rentrer. On va bien voir, c'est là où il peut perdre, où il peut gagner du temps. Là il a creusé un peu d'écart, hein, on le voit bien, parce qu'on parlait de 100 mètres tout à l'heure. Là il y a plus vite 200 hein, entre le peloton de chasse. Ils sont deux d'ailleurs hein, à s'être extirpés, avec notamment Tom Magno me semble-t-il. Delbov, hein, je pense qu'il est passé avec un autre coureur de Team Legendre. On voit bien hein, Team Legendre qui sont, ils sont nombreux. Ils sont derrière, ils sont en attente. Ils sont parfaitement calés, avec un chasseur devant qui est parti en éclaireur, Antoine Huby, qui va justement qui va rechercher la ligne d'arrivée. Donc on voit bien derrière hein, ils l'ont en point de mire encore. Et on va voir qui c'est qui va faire l'effort pour essayer de rentrer. Je pense que ça va être compliqué de rentrer quand même sur la ligne. Alors que là il passe les sous-bois, Antoine Huby. C'est Joris Delbov hein, qui sait qu'il est en condition, et forcément beaucoup d'attentes, alors qu'il a quand même réussi à faire un petit trou. Il avait dans sa roue Rémi Landais hein, du Team Legendre. Et Joris Delbov, et on voit bien les 3-4 coureurs qui sont en train de s'extirper. Joris Delbov, voilà, qui a fait 5e à 3. Tom Magno aussi hein. Il y a une semaine, et qui est donc en forme hein, Joris Delbov, et qui va passer, alors que là voilà, il passe à l'instant sur la ligne d'arrivée. Antoine Huby, on va évidemment vous donner l'écart entre ça se regarde, on voit bien le fait d'avoir forcément un coéquipier derrière, Rémi Landais qui roule pas, on voit bien. Allez, 15 secondes d'écart entre Antoine Huby et le reste du peloton, et pour l'instant effectivement, comme le dit Lilian, eh bien ça se regarde un petit peu derrière, mais c'est normal, et ça fait la course bien du Team Legendre, évidemment venu en nombre, on le répète, ici à Pontchâteau pour ces championnats de France. Joris Delbov qui entretient hein, cet écart, en espérant qu'il ait un autre concurrent qui vienne lui prêter main forte. On peut passer à Tom Magno là en 3e position, numéro 215. Et Antoine Huby, il n'a pas de question à se poser hein. Il doit tout donner, creuser un maximum d'écart, et éventuellement pourquoi pas, si derrière ça rentre pas, il pourra voilà, alors qu'on annonce 6 tours. Il faut savoir que le nombre de tours, donc l'épreuve dure 50 minutes, et que le nombre de tours sont calculés en fonction du temps des 2 premiers tours. Il n'y a pas eu un très gros rythme dans ces 2 premiers tours, Lilian? Non, moi je pense que regarde, on le voit bien là, ça rattaque hein, je pense que ça va vraiment se décanter dans le final. Tout le monde est en observation, même s'il y a un coureur qui est devant. Derrière, voilà, Joris Delbov a réussi
De toute façon, lui, ça va être son objectif, essayer de s'esseler derrière pour pouvoir justement faire l'effort tout seul. Ce qu'il ne veut pas, c'est revenir avec un autre coureur du team Legendre qui, forcément, quand ils vont se regrouper, ils vont revenir sur Antoine Ubi, il va le contrer et il va repartir derrière. Et là, oui, on voit bien, il a réussi à garder 5-6 mètres. Ça veut dire que le coureur qui est derrière ne peut pas profiter du travail. Alors qu'on a passé le premier quart d'heure de course dans cette catégorie espoir. On vous rappelle que cet homme avec son dossard 6, Antoine Ubi du team Cross Legendre, est parti en éclaireur pour la formation donc, de Cross Legendre. Et puis derrière, il y a les deux autres favoris, notamment Joris Delbov, Tom Magno, qui sont en chasse derrière ce numéro 6 avec le grand favori du Hugo Anani qui est dans le peloton bien protégé par ses partenaires. Qui est dans le peloton, mais on le voit, il est loin quand même. C'est vrai que c'est un peu une surprise. Normalement, il devrait être dans la roue de Joris Delbov, puisque c'est son principal adversaire. Et on voit bien que Joris Delbov, je pense qu'il va. Il y a un moment, il va se contenter d'avoir un coéquipier de Antoine Ubi dans sa roue. C'est Rémi Lelandais là. Voilà, ouais. Je pense qu'il a compris que de toute façon, il aura tout le temps un coéquipier du team Legendre. Il est là. Ah non, c'était pas, je croyais que c'était Hugo Anani qui venait de passer la ligne, mais si, il est là, il n'est pas très loin. Il était en 7-8e position. Voilà, il n'est pas très loin et il devrait pouvoir revenir dans les roues à la fois de Joris Delbov et de Rémi Lelandais, alors que c'est toujours évidemment Antoine Ubi que vous voyez sur ces images. Attention à ce virage, comme je le disais, dangereux. Les ornières, en fait, c'est un virage qui est tout le temps à l'ombre, et donc tout le temps gelé. Attention, on peut faire un tout droit notamment. L'escalier avec ses grosses marches. Oui, tout à l'heure. Guanani me disait qu'il fallait avoir des grandes jambes pour bien le passer. Alors c'est vrai que c'est un parcours qui ressemble beaucoup puisqu'il y aura les féminines qui vont le faire également en début d'après-midi et puis les élites qu'on aura aussi l'occasion de vous commenter cet après-midi à partir de 15 h. Le parcours de cette année ressemble beaucoup au championnat d'Europe qui avait eu lieu ici en 2016 et au championnat du monde qui avait lieu en 2004. C'est un parcours assez sélectif pour les puissants, notamment avec la météo d'aujourd'hui. Après voilà, c'est un parcours qui peut avoir deux visages. Un visage comme aujourd'hui avec extrêmement roulant et extrêmement physique où les rouleurs, entre guillemets les routiers sont beaucoup plus avantagés. Et puis un parcours qui peut être aussi très technique, très glissant. Lorsque la météo est beaucoup plus humide, beaucoup plus grasse et donc là favorise les coureurs qui sont plus techniques. Alors qu'on voit que les coureurs passent les marches, il doit y avoir 2-3 marches. Oui, là on descend pas de vélo. Voilà, ils descendent pas de vélo. Ouais. Les marches qu'ils ont tendance à prendre justement en biais pour pouvoir être sur une plateforme et pouvoir le passer plus facilement à vélo. Allez, Joris Delbov qui est toujours en chasse derrière Antoine Ubi et ça roule, on le voit, ils n'ont pas tout donné, ils en gardent sous la pédale un peu les espoirs avec le soleil toujours aussi présent ici à Pontchâteau. Et Joris Delbov, il faut qu'il rentre tout de suite, faut pas, ça va être déjà un tour qui mène la chasse. Et il y a un moment, il peut se poser des questions, c'est qu'à un moment, il va bien voir qu'éventuellement, il ne pourra pas rentrer. Et à ce moment-là, il va arrêter de rouler et si personne ne prend la main derrière, ça sera l'avantage d'Antoine Ubi. Et on le voit, Antoine, le Breton, le Morbihanais qui est parfaitement en place là dans cette position de leader. C'est la stratégie d'équipe, on l'a dit, et bien elle fonctionne parfaitement pour le moment pour Antoine Ubi qui a pris de large. Attention parce que tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Antoine qui était tombé ou un de ses partenaires. Alors que tout à l'heure, il nous a fait 6 tours en fait. Ça sera 8. Ça sera 8. Ça sera 6, ça me paraissait pas beaucoup. Oui, non, ça faisait... avec une moyenne de 6 minutes au tour. Ça faisait pas énorme et là du coup effectivement 6 x 8 48, on est bien quasiment à 50 minutes de course. Il y aura bien 8 tours, on est quasiment dans la fin du troisième. Ouais, Jean Plaisance qui me disait tout à l'heure que donc l'organisateur avec Hervé Faucheux effectivement que les féminines seront plus sur 6-7 tours et que les élites plus 9 voire 10 tours parce que c'est comme le circuit est extrêmement rapide, forcément on va faire beaucoup plus de tours que peut-être sur des années antérieures où le parcours était beaucoup plus gras. On a vu des images incroyables, notamment les images de Van Der Poel, Van Aert avec de la boue jusqu'aux chevilles là, qui collait aux jambes. Bon, c'est pas du tout le cas ici à Pontchâteau pour ces championnats de France. Alors après on est dans la catégorie sport, ce sont tous des crossman. Il y a très peu de routiers qui font c'est-à-dire que des coureurs qui font principalement de la route et qui font un peu de cyclocross l'hiver. Là, ce sont des spécifiques. Ouais, ce sont tous des spécifiques alors que tout à l'heure dans la course élite, on verra, on a un peloton avec des professionnels qui
voilà, qui s'adonnent un peu au cyclocross l'hiver, qui sont même un peu plus spécialistes, mais qui ne font pas la totalité de la saison. Et donc là, feront partager, profiter de leur puissance. Alors que voilà, on voit bien que Joris Zedbok, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il a essayé de... Ah, ça coince. Voilà, je pense qu'à un moment, il n'arrive pas à rentrer sur Antoine Ubi. Et derrière, du coup, il temporise. Et on voit bien qu'Antoine Ubi, tout à l'heure, les coureurs qui ont viré derrière, ils l'avaient en point de mire. Et là, ils vont virer, ils vont plus le voir. Ah, et là, il a coincé. Ah, là, ça va se regarder. Forcément, quand vous n'avez plus le coureur devant vous, vous avez tendance à se dire que c'est foutu. Et derrière, ça se regarde. On voit que tout le monde est à bloc. Tous ceux qui rentrent derrière tirent la langue. Et voilà, c'est au profit d'Antoine Ubi qui va peut-être faire la bonne opération. Allez, 25 secondes d'avance pour Antoine Ubi. On voit bien ce petit groupe de 10-12 coureurs. Et on voit bien qu'en deuxième position, en deuxième rideau, on a toujours un coureur du team Legendre. Ah bah ils sont tous là. Ah, ils sont tous là. Ouais. Ah, ils sont tous là, c'est impressionnant la course d'équipe qui est en train de réaliser le team Cross Legendre. C'est la force du nombre. Eh oui. Et là, il n'y a pas photo pour le moment. Les écarts. Alors il y avait 20 secondes. Ouais, 29 secondes on annonce. Ah ouais. Et Antoine Ubi, ça il l'entend. Hein. Et oui, oui. Et il avait 15 secondes à l'issue du premier tour, du deuxième tour, pardon. Et là, il a déjà augmenté son avance de 10 secondes supplémentaires. Et comme il est en bonne forme en ce moment, eh bien Antoine Ubi, il est capable, pourquoi pas, d'aller la chercher cette victoire au championnat de France. Pour le moment. Je disais qu'Antoine Ubi, il l'entend. Hein. Forcément, il y a le speaker pour les quelques centaines de spectateurs qui ont l'autorisation de venir sur le parcours. On rappelle quand même que c'était un cyclocross à huis clos et forcément il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'ambiance. Et Antoine Ubi, il peut entendre les commentaires de Daniel Manjas qui est sur le podium. Et donc ça lui donne des informations par rapport à ce qui se passe derrière. Alors que sur une configuration peut-être plus classique avec du monde au bord de la rue qui allait l'encourager, il n'entendrait pas forcément toutes ces informations-là. Ah, je trouve qu'il relance bien à chaque fois dans les je pense que ça met en confiance quand vous êtes devant et que vous entendez que votre avance croît, ça vous donne envie de se donner davantage. Hein. Et puis derrière, comme vous le disiez Lilian, c'est toute l'équipe d'Antoine Ubi qui calme un peu le jeu derrière, qui casse un peu le rythme aussi pour qui mène un faux train. Voilà, pour éviter justement que ça tente de recoller à la tête de la course. Et à cet homme, Antoine Ubi avec son dossard 6. On est à un petit peu moins de la moitié de la course. Vous le voyez, quatrième tour. Peut voir, il peut regarder, il peut juger son avance. Alors que là, justement, Team Legendre, ils vont essayer d'aller chercher tout simplement truster les places sur le podium. Et commencer à mettre d'autres coureurs à l'avant. Et on la voit bien, Rémi Lulandais qui essaie de s'isoler lui tout seul, pareil. Effectivement, hein, ça peut marcher. Et ça peut aussi relancer la course derrière. À vouloir trop gagner, il faut éviter de tout perdre. Il y avait quasiment 30 secondes d'écart. Hein. On a fait le pointage là au passage. 30 secondes d'avance. Alors c'est loin d'être fait encore, mais c'est vrai que... Donc on voit en troisième position un Gilles Cyprien. Du team CX34 Giant. Qui lui avait fait le choix dès le confinement, quand il n'y avait plus de courses en France. Il a été courir lui en République tchèque et en Pologne il me semble également. Et c'est vrai que son coureur, ils se sont retrouvés un peu tout seuls. Hein. Il ne fait pas partie d'un gros team. On voit bien le deuxième coureur qui est juste derrière. Avec son dossard 32. J'ai l'impression que c'est le dossard 32. Il me semble que c'est... C'est pas Nolan Maodo. Ah si, ouais, c'est Nolan Maodo. Il semble qu'il était derrière Rémi Lelandais. Gilles Cyprien. Il est juste derrière. Ouais, il est juste derrière. Donc je te dis Gilles Cyprien. Donc voilà, en fait, il est passé une quinzaine de jours avec son père et son frère qui l'ont accompagné, qui ont pris des vacances. C'est un peu de budget pour aller essayer de courir à l'étranger. Et comme il ne pouvait pas courir en Belgique parce qu'il n'y avait pas de place, et du coup, il a été en Pologne et en République tchèque pour pouvoir essayer de courir, de garder justement du rythme pour pouvoir préparer ces championnats de France. C'est vrai que c'était une année très particulière où tous n'ont pas été égaux dans leur préparation. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a croisé également ce matin, pour tout vous dire, des dirigeants aussi de Laval Cyclisme, de la DN1, et qui nous parlaient de
ses courses en Espagne également. Donc c'est vrai que tout le monde a essayé d'aller chercher un petit peu des courses pour s'entraîner, pour se confronter et puis garder aussi du physique et de la compète. Parce qu'on le disait, rien ne remplace la compétition. Puis avec les contraintes, hein, ces gros déplacements. Hein, quand ils allaient en Espagne, ils allaient sur Valence. Donc Laval-Valence, c'est 10-12 heures de route. Oui, c'est 1500 km quasiment. Ouais, c'est 3000 bornes dans le week-end pour 2 heures de sport. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Hein. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent et puis on donne hein, pour cette passion qu'est le cyclocross. Donc c'est aussi pour ça que les dirigeants et les bénévoles de Pontchâteau avaient voulu maintenir ces championnats de France parce qu'ils voulaient le faire pour les coureurs. Et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Anthony Bi, hein, il conserve encore un peu d'avance et on voit que derrière ça se tend. Voilà, à partir du moment beaucoup, où les coureurs sont groupés comme ça, comme on peut le voir, c'est que ça roule pas vite. Alors, un peu beaucoup et lui il continue d'envoyer hein, et d'appuyer sur les pédales parce qu'il sait que de toute façon c'est dans ces moments-là où il va peut-être pouvoir faire la différence et certainement éteindre à un moment ou à un autre hein, s'il en a la possibilité, et bien toute tentative de retour sur lui. Alors, Joris Delboeuf qui revient en tête de groupe. Là c'est le passage des planches. On voit bien que certains arrivent quand même à passer les planches à vélo. Ah, ça c'est un choix. Il n'y a pas un gros avantage. Hein. C'est vrai que... Et voilà. Et on voit que cette fois-ci, hein, c'est... Chacun son tour, c'est Richard Andrade qui vient bloquer hein, avec ses attaques. Et là justement ils vont revenir sur je pense que c'est la partie la plus stratégique, là où les coureurs ont essayé de bluffer. Là, sur cette remontée dans la prairie devant le poste de dépannage pour aller revenir sur la route. Il n'y a que là où vraiment on peut mettre une attaque et essayer de s'isoler à l'avant. On voit bien que derrière sur le parcours, tout le monde est en file indienne. Ouais, c'est la grosse difficulté voilà. là. Et là on voit une autre attaque. Hein. Il me semble que c'est encore Rémi Lulandais. Voilà, qui est reparti et c'est Joris Delboeuf qui tout de suite va sauter parce qu'il sait que Joris maintenant le team Legendre ils vont vouloir essayer de pourquoi pas de truster les places sur le podium. Hein. Allez, à la mi-course pour Anthony Bi. Il vient de passer la ligne. Et voilà, on voit que ça se regarde derrière. Et Joris Delboeuf voilà, qui vient remettre un sac. Mais tout de suite, hein, il y a un coureur du team Legendre qui vient tout de suite se mettre dans la roue. Je suis en train de regarder, surveiller si Hugo Enani est dans les premières positions, pas du tout. Il n'est pas spécialement là, on voit beaucoup Rémi Lelandais, on voit beaucoup Richard Andrade. Et là il y a une... Et là ça se regarde, on voit bien, hein, de toute façon dès qu'il y en a qui attaque et tout de suite qu'il y a quelqu'un dans la roue, il se regarde. Et voilà, 33 secondes d'avance pour Antoine Ubi. Quasiment ralenti hein, sur la passage sur la ligne. Et c'est profitable hein, Antoine Ubi, 33 secondes, il a regagné 4 secondes. Alors, Antoine Ubi, il n'a pas de question à se poser. Il doit donner le meilleur de lui-même. De toute façon, je dirais, sa victoire, tout dépendra de la réaction du groupe de derrière. Quoi. Et de sa condition physique à lui, s'il arrive à maintenir je pense qu'il est dans de bonnes conditions physiques. Hein. Il relance bien. Il a couru avec son team tout l'hiver, tous les week-ends. La condition est forcément là. Ils ont fait un gros bloc de travail il y a 2 semaines. À 3, je pense que certains n'avaient pas forcément récupéré la semaine dernière des efforts consentis à l'entraînement et il n'avait pas forcément eu un bon résultat par rapport à certains de ses coéquipiers, mais voilà, cette semaine c'était plus une semaine d'affûtage où ils ont essayé de récupérer, juste faire un petit rappel d'intensité. Et le fait justement d'être dans le team, ça peut permettre de faire ces rappels d'intensité ensemble et puis aussi de se faire masser après l'entraînement. C'est tous ces petits trucs-là hein, qui font que forcément dans la préparation, ça a ses avantages. Ils sont plus ici en avion, donc pas de déplacement en voiture, toutes les chances de leur côté. Ouais. Toutes les chances de leur côté. Et on voit, moi, à chaque fois, ce qui m'épate hein, chez Antoine Ubi, c'est à chaque fois il relance. Et de toute façon, avec cette stratégie qu'on vous donne depuis le début de cette retransmission, depuis 11 heures, et cette course espoir, on ne voit pas comment, même un Joris Delboeuf n'a pas la capacité véritable à pouvoir s'échapper de ce peloton et s'extraire de ce peloton. On n'a pas la sensation qu'il ait beaucoup les jambes, justement pour pouvoir le faire et cette capacité à y aller seul. Il les a, sauf qu'il sait très bien que derrière, dès qu'il va le faire, il va y avoir un coureur du team Legendre qui va se mettre dans sa rue. Et ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait effectivement un deuxième coéquipier qui fasse un gros effort pour qu'au moment où il s'écarte, justement Joris Delboeuf puisse contrer et mettre un gros coup de vis. Sauf que là, il n'a aucun coureur pour pouvoir lancer une attaque. Et dès qu'il lève les fesses, forcément, il y a un des coéquipiers d'Antoine Ubi qui va se mettre dans sa roue. Alors on va continuer évidemment à suivre puisque là c'est Hugo Jott qui fait le boulot à son tour hein,
le Cross Team Legendre. Et on voit évidemment que tour à tour, eh bien, les coéquipiers d'Antoine Huby essayent d'en remettre un petit coup pour saper le moral également des poursuivants qui s'appellent Joris Delbob ou encore Tom Magno. Deux garçons qui sont un petit peu esselés dans leur équipe évidemment. On n'est pas du tout dans la même configuration entre ces garçons. Alors que là, on voit Antoine Huby qui fait très attention. Lilian vous en parlait de cette boucle avec les ornières qui est assez dangereuse. Et du coup, il prend un petit peu de précaution évidemment. Il y a une petite erreur dans la start lead, c'est qu'Hugo Jott ne fait pas partie du Team Legendre, il fait partie du Cross Team Ardennes. Et donc on voyait effectivement il n'avait pas forcément le même maillot que... Ah non, c'est orange, effectivement c'est pas rouge. Et on voit bien que voilà, il... Ah oui, c'est exact, c'est exact. C'est orange sur le haut alors que... Attention, là il arrive dans la partie la plus piégeuse du circuit. On l'a dit avec les ornières. Voilà, on voit bien que chacun prend ses distances par rapport au coureur qui est devant. Comme ça, si jamais il y a un coureur devant qui fait une faute, bah, ça permet de l'éviter. Et là, on va repasser sur cette partie des marches. Il y en a trois, 3 parties de marche sur ce circuit. Qui se passe à vélo. Bon, ça, c'est les grosses marches. On voit bien que c'est du sable, donc pas forcément des appuis sont un peu fuyants. Et on voit qu'il y a un gros trou derrière entre ce groupe de poursuivants et le reste du peloton. Dans le groupe de poursuivants, on retrouve principalement les coureurs qui ont pu faire quasiment une saison pleine. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas couru, ils n'ont pas le rythme et on voit bien ils ont vite été éjectés de la course. Voilà, le deuxième passage de planche de marche qui se passe à vélo. Donc les coureurs, on les voit bien, ils les prennent en biais pour avoir plus de... Voilà, certains passent à vélo comme... Joris Delbob avec son coéquipier, son seul coéquipier qui est avec lui. Voilà, on en parlait justement. Paul Lambert. Je pense que c'est peut-être là où Joris Delbob, il aurait fallu qu'il ait justement son aide pour pouvoir essayer de placer une attaque ou un gros coup de vis. 32 secondes, attends encore un peu. Alors qu'on entend les consignes. On entend les consignes sur le bord. Alors est-ce que c'était l'un des managers de Joris Delbob? 32 secondes, il lui dit attends un peu. À 32 secondes, c'est vrai que c'est encore rattrapable. Mais c'était vraiment pour lui, vous pensez, Lilian? Ouais, ou peut-être derrière... Peut-être c'était un des managers du Team Legendre qui oui, disait attends avant de replacer, de mettre un coup. Ouais. C'est vrai que avec une minute d'avance, Anthony B il pourrait plus gérer son effort. Là, avec 30 secondes, c'est plus dur. Il n'a pas le choix. Faut qu'il envoie. Faut qu'il envoie, effectivement. On voit bien, là on a vu le Dossard 21, Gabriel Bolgiani derrière. De VC Bouléac qui commençait à décrocher de ce groupe. Voilà, ça fait partie des coureurs qui n'ont pas couru de cet hiver et qui manquent forcément de rythme et de conditions. Passer la demi-heure de course. Et puisque vous le voyez, on est allé à un peu moins de 18 minutes de la fin de ces championnats de France catégorie espoir. Vous voyez les cyclos qui passent les planches, certains à pied, d'autres sur le vélo. Et voilà ce groupe qui s'égrène. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins et ça s'étire inévitablement de plus en plus. Et là, le Cross Team Legendre qui renvoie encore. Voilà, ils sont plus que 7-8 derrière. Et on voit bien qu'Anthony B. Là, c'est là où il faut vraiment qu'il fasse l'effort pour éviter que derrière il est en point de mire. Ils sont 3. Ils sont 3 du Cross Team Legendre à être devant. De toute façon, là, ils ont usé leur adversaire. On a vu que. Alors que là, c'est Nolan. Maodo de l'Oudéac qui va essayer de suivre les attaques de Florian Richard Andrade. Il y a Valentin Remondet également qui est là dans ce groupe. Allez, plus de 3 tours à tenir. Valentin Remondet de la S-Bike Cross Team. Et voilà, il a passé encore la ligne. Et derrière, ça se regarde. Antoine Huby, pour le moment, ça y est, on essaie de replacer une petite offensive là du côté du Team Cross Legendre. On voit bien que les adversaires de direct ont du mal à suivre. Rémi Lelandais aussi est pas mal dans cette course. C'est lui qui a animé quasiment le début de cours. Depuis le début, il est toujours là, toujours aux avant-postes. Et là, c'est vrai que Hugo Nani, on le voit pas du tout. Joris Delbob qui essaie de suivre derrière. Et un peu moins, il a perdu un tout petit peu de temps, Antoine Huby.
On doit être quasiment à 32 secondes d'écart. Hein. Voilà, il a perdu 2 secondes sur ce tour, mais bon, il peut se permettre. Attention de ne pas faire de faute. On parlait des ornières hein, justement dans ces parties, toute cette partie ombragée. En fait, c'est les parties où les températures sont encore sous zéro et du coup, ça n'a pas dégelé. Et donc, en fait, ces ornières sont moins molles qu'habituellement. Donc, les coureurs, en fait, quand ils rentrent dans cette ornière-là, ils sont quasiment obligés d'y rester. Sinon, c'est comme un rail. Hein. Dès qu'ils sortent du rail, ils vont à la faute. Joris Delboff toujours en troisième position, enfin en deuxième position ici. À 2 tours de l'arrivée, hein, donc 2 tours et demi. On est dans le final, hein, Joris Delboff. Il a plus le choix. C'est maintenant qu'il faut qu'il réagisse. Hein. Il a plus le choix. Le dernier tour, ça sera trop tard. Voilà. Et on voit bien hein, Antoine Hubie a toujours de la force. Hein. Il est très très bien sur ces images. Et Joris Delboff là qui va essayer de relancer. Il attaque Joris Delboff. Hollandais. Alors est-ce qu'on va pouvoir suivre l'attaque de Joris Delboff? Ça va être compliqué même si Rémi Lelandais, vous le voyez avec son Dossard 7 a pris la roue hein, et bien de l'un des grands favoris de ces championnats de France. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence et revenir sur Antoine Hubie? On va voir s'il est costaud justement Joris Delboff. Déjà dans un premier temps il faut qu'il s'isole, il faut qu'il soit tout seul derrière en contre. Et là il sera beaucoup plus libre pour faire l'effort. Mais on voit bien que derrière, hein, les deux coureurs du Team Legendre, ils ne lâchent pas. Non, ça ne lâche pas. Et Valentin Remondet également essaie de suivre la roue parce qu'il se dit que c'est le bon coup à jouer. Parce que derrière, il n'y a plus beaucoup de monde. Hein. Voilà, 6 coureurs. Et on voit bien que Ugo Enani... il n'est pas là. Il n'est pas là, ouais. Il n'est pas là, Ugo Enani. On vous en a parlé pourtant au début de cette retransmission. Mais il n'est pas là pour l'instant. Allez, on va reprendre un petit pointage là puisqu'il vient de passer... Ugo Enani, j'allais dire non, c'est évidemment Antoine Hubie qui vient de passer, celui qui est en tête hein, du Cross Team Legendre, en tête depuis le début quasiment Antoine Hubie avec son dossard numéro 6 et on va voir si Joris Delboff qui est en chasse juste derrière va pouvoir revenir sur le dossard numéro 6 Antoine Hubie alors que là derrière il y a ça essaie de suivre hein, quand même du côté des autres. Et voilà, il y a énormément, il y a plus 30 secondes, hein, il y a quasiment 27 secondes d'écart. On voit bien derrière, il n'y a plus de groupe hein, non plus. Hein, c'est qu'ils sont tous un par un, ça s'égrène peu à peu. Et Joris Delboff, il fait vraiment le forcing, hein, il y a juste... Rémi Lelandais et Richard Andrade qui tentent de suivre le rythme. Hugo Jot qui est vraiment en 5e position, qui reste un peu en contact, mais on voit bien que ça s'étire fortement. Mais il est pas mal du tout Antoine Hubie, on le voit hein, dans la façon aussi de se mouvoir un peu sur les marches. Les 4 coureurs qui croisent hein, dans cette partie-là, donc ça veut dire que Antoine Hubie, il voit bien ce qui se passe derrière. Et là, vous voyez le coureur... il va essayer de repasser devant, mais il passera pas. Mais non, il n'a pas réussi à passer pour éventuellement essayer de freiner. Et là, il va relancer. Joris Delboff, il va relancer. Alors, on voit bien, là, c'est un match 2 contre 2. Hein, Joris Delboff et Hugo Jot, ils ne sont pas dans la même équipe, mais ils sont dans la même bataille. Hein. Et il y a Valentin Remondet également hein, qui est là avec son dossard numéro 2. Il est toujours dans le rythme. Et c'est vrai, comme le disait Lilian, eh bien voilà, maintenant c'est à l'unité hein, qu'on les compte. Les coureurs, ils s'égrènent au fil des mètres sur ce parcours de Couette-Rose à Pont-Château. Joris Delboff hein, qui avait fini 3e l'année dernière du championnat de France Espoir. Derrière Antoine Benoît et Mickaël Crispin. Et c'est vrai que naturellement, ces deux adversaires l'année dernière étant passés dans la catégorie élite, ils pouvaient prétendre à ce titre. Et c'est ce qu'il montre aujourd'hui, c'est que derrière, c'est quasiment la seule opposition pour le Team Legendre. Et on encourage évidemment Joris Delboff et le reste des coureurs parce que ça se resserre en tête de course avec toujours, on vous le rappelle, Antoine Hubie du Cross Team Legendre devant avec son dossard numéro 6 qu'on va apercevoir juste maintenant. Voilà, il est en plein effort et puis derrière la chasse, elle est menée par cet homme et son dossard numéro 16, Joris Delboff, et qui est suivi comme son ombre par Rémi Lelandais qui lui a animé la course depuis le début, l'autre membre du Cross Team Legendre. Et puis derrière Richard Andrade, on le voit, hein, ça va se décider dans le dernier tour très certainement parce qu'il a une vingtaine de secondes d'avance Antoine Hubie, pas plus. Ça va surtout se décider là, la remontée. Là. On voit bien que... Sur cette partie pas cette partie-là, mais la remontée pour aller rechercher la route, juste après les planches. Là. Allez, on les voit, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas très loin. Donc là, ils vont remonter sur les planches, ils vont redescendre pour revenir
un peu plus bas. Attention derrière à pas commettre de faute. Ouais, il y a eu une petite erreur là. Alors est-ce qu'ils vont passer à vélo? Est-ce qu'ils vont descendre à pied? Si Joris Delboeuf va passer à vélo et a bien relancé derrière, il peut refaire un écart. Voilà, sur des... c'est dur derrière Voilà, pour c'est Rémi dur, Lelandais là, qui ils ont craqué, coince. là. Il a fait le plus dur. Ah oui, il est en train de coincer Joris Delboeuf, lui. Passe à pied. Il est parti. Et il n'y a plus que 24 secondes. 24 secondes d'écart. Derrière, s'il arrive à se retourner, à voir qu'il a fait le trou, il va tout donner dans le remonté. Il peut revenir sur... Il le sait, Joris. Parce que là, il a fait le trou, il a creusé une vingtaine, trentaine de mètres et il sait qu'il a peut-être fait le plus dur en s'isolant. Comme vous l'expliquait Lilian il y a quelques minutes, il fallait absolument que Joris Delboeuf, seul quasiment dans son équipe, eh bien, fasse la différence et s'isole pour essayer d'aller chercher cet homme, Antoine Huby. Ah, ça va être une superbe fin de course. Surtout que les teams de jambes, là, ils avaient toutes les cartes en main et là, Joris Delboeuf en un tour a quasiment retourné la situation. Il a repris en un tour 10 secondes, Lilian. S'il arrive à revenir, voilà, il est tout seul.